Eh bien, bonjour à tous. Salut Rémi. Salut Alexis. On se retrouve pour un nouveau bonus du livre. Encore une fois, merci d'avoir précommandé ou acheté ce livre-là. J'espère que déjà ça vous a plu. Euh, et on se retrouve tout de suite du coup avec Rémi pour un bonus qui va en complément d'un des chapitres du livre où je parle notamment de même moi, ma méthode personnelle d'organisation sur les plans de 90 jours. C'est pas la seule méthode et puis elle est complémentaire à ce que Rémi va nous présenter aujourd'hui. Quand on s'était rencontrés il y a quoi? Il y a quasiment plus de 2 ans maintenant, en janvier 2019. On avait pris un moment off après avoir enregistré les premiers épisodes de Très Bien D et tu m'avais montré tout ce qui se passait en fait en coulisses sur ton activité, comment tu t'organisais, comment tu faisais pour pas perdre d'informations, garder des idées dans un coin, etc. Et là, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'en reparler, de prendre le temps et de se consacrer, de se focaliser vraiment sur cette méthode-là, qui est la méthode GTD, mais je te laisserai en parler. Et ce que je te propose, parce que tu as préparé des super slides, je te laisse dérouler un peu la présentation et puis moi, je te poserai des questions. Je n'hésiterai pas à t'interrompre au fur et à mesure pour essayer de vraiment bien comprendre et que ça soit le plus actionnable aussi possible pour vous qui regardiez cette vidéo aujourd'hui. Excellent. Eh ben, super. Bah, écoute, merci beaucoup à toi pour ton invitation. J'espère que ça sera utile voilà, aux acheteuses et acheteurs du bouquin à qui je passe le bonjour. Tu vois bien mes slides là? Je partage bien? Je vois très très bien, ouais. Ok, bon, on est parti alors. Donc, le point de départ, et en fait, c'est marrant parce que c'est une méthode qui vaut pour les indépendants, comme pour les entrepreneurs, comme pour les Mm. salariés, comme pour n'importe qui. Hein. En fait, c'est une méthode d'organisation de son temps qui, bah, du coup, est un sujet qui nous concerne a priori toutes et tous. Et force est de constater que quand on n'a pas de méthode, spontanément, en fait, dans la vie, c'est un peu le bordel. Souvent, il y a 4 gros problèmes, et je vais revenir sur chacun de ces problèmes en expliquant qu'est-ce que la méthode amène comme point de résolution. D'abord, le premier truc, voilà, c'est qu'on a tous et toutes des trucs à faire, énormément de choses à faire. Et souvent, en fait, on a plein de to-do list et les infos, elles sont pas à jour. Et en fait, tout le temps, on sait qu'on a des trucs à faire qui sont stockés un peu partout. Et on passe notre temps, en fait, à les remettre en disant, ah putain, c'est vrai, est-ce que c'est encore valide? Est-ce que c'est plus valide? Je sais plus, je sais pas, etc. Premier problème. Deuxième problème, et ça, c'est horrible, c'est en fait, tu perds plus de temps et d'énergie mentale à te rappeler qu'il faut faire des trucs qu'à effectivement les faire. En fait, tu es là, tu fais, oh merde et tout, il fallait que je fasse ça. Donc, tu as peur d'oublier, tu dis, ah, faut pas que j'oublie ça, etc., etc. Et Troisième parfois problème, d'ailleurs, ouais, je vas-y. te coupe, et parfois tu perds aussi beaucoup plus de temps à organiser ce que tu dois faire qu'à faire les choses. Oui, absolument. Ouais. Ça, on va y revenir un peu plus tard dans la présentation, mais c'est tout à fait vrai. Parce que voilà, tu ne sais pas prioriser correctement les tâches et les projets, donc tu passes ton temps en fait à revoir les trucs tout le temps et à changer d'orientation tout le temps, et c'est crevant. Et puis voilà, aussi un autre problème, et ça c'est vraiment critique, tu ne sais pas estimer correctement le temps que ça va prendre. Et alors que ce soit dans la surévaluation ou la sous-évaluation, c'est en fait, tu dis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais tu ne sais pas vraiment en fait combien de temps ça prend. Et donc tout ça, ça rend difficile le fait de s'organiser correctement et ça génère énormément de stress qui peut être évité au niveau cérébral. Et donc moi, il y a quelques années de ça, j'ai un très bon ami à qui je passe le bonjour, qui s'appelle Bernard Ligen, qui est architecte et qui avait lu ce bouquin. Il m'a dit, franchement, tu devrais lire ce bouquin, tu vas kiffer. Donc ça a été traduit en français, ils ont appelé ça S'organiser pour réussir, donc c'est Getting Things Done. Et donc moi, j'utilise les blocs fondamentaux de cette méthodologie que j'ai un peu remixé à ma sauce, avec un truc d'ailleurs qui devrait te rappeler quelque chose, mais voilà, pas de spoil. Et c'est ça que je vais vous présenter tout de suite. Alors bien sûr, moi voilà, je suis pas un coach certifié GTD ou quoi, je vends rien. Moi, j'ai lu le bouquin, j'ai lu un peu de trucs sur Internet, j'ai fait ma cuisine dans mon coin, je vous partage des trucs que je fais. Après, vous faites comme vous voulez, vous gardez ce que vous voulez. Voilà, il y a pas de bonne ou mauvaise manière. Et avant de rentrer Ouais. là-dessus, toi, ça fait combien de temps que tu utilises cette Waouh. méthode-là? Et est-ce que tu arrives à savoir un peu le changement que ça a pu avoir dans ton orga? Est-ce que tu t'accomplis plus de choses? Est-ce que tu te sens, tu as moins de charge mentale? Est-ce que tu arrives un peu à quantifier ça ou pas? Bah, moi, ça va faire 10 ans que j'utilise ça. Donc autant moi, si tu veux, je suis pas trop self-tracking et tout, donc je regarde pas, si tu veux, les heures, les minutes que je passe sur telle ou telle tâche, etc. Je sais que toi, c'est un truc que tu fais beaucoup, Mm. mais donc je peux pas vraiment quantifier un apport. Par contre, assurément, il y a deux choses que je sais. Le premier, c'est que ça fait des années, peut-être 6, 7, 8 ans maintenant, que je me suis pas demandé une seule fois, est-ce que j'ai oublié de faire un truc ou est-ce que je dois le faire ou pas le faire. Donc ça, déjà, Ouais, c'est c'est un déjà. coût cognitif monstrueux, mais tu vis tellement mieux avec ça. Et en fait, le deuxième truc, si tu veux, c'est aujourd'hui, je répartis mon énergie dans plein de projets professionnels et personnels, et je ne pourrais pas tous les mener à bien si j'utilisais pas un truc comme ça, en fait. Parce que ça serait compter sur mon seul cerveau et sur une to-do list géante, ça serait impossible. Ça marcherait pas, en fait. Donc, si vous voulez avoir plein de projets, diversifier des trucs, à un moment donné, il faut compter sur un système extérieur. En fait, sinon, vous allez être crevé tout le temps et vous allez oublier des trucs. C'est humain, hein, c'est normal. On peut pas jongler avec 17 balles en même temps, quoi. C'est compliqué.
Et cette méthode-là, GTD, alors dis-moi si tu veux en parler après, mais est-ce que c'est une méthode qui te permet de piloter un peu ton business et tous tes projets au quotidien? Est-ce que c'est un outil qui te permet de planifier? Ou alors c'est un outil tout en un qui te permet de, toi, de vraiment faire toute ta gestion, à la fois quotidien, hebdo, avec tes objectifs, ou est-ce que tu insères Alors, ça globalement? bah, c'est pour ça que j'ai mis remix. C'est-à-dire qu'en fait, moi, GTD, je le couple avec deux autres trucs. On en parlera très succinctement. Le premier, en fait, c'est le premier outil avec que je le couple, c'est en fait avec des objectifs formalisés. Donc ça, je vais en parler un tout petit peu plus loin. Et le deuxième truc, c'est que effectivement, mais ça c'est normal, hein, surtout dans notre métier où on passe notre temps à délivrer des projets one shot hein, et à concevoir et à délivrer des trucs qui n'existent pas. Il y a aussi cette notion en fait de planification des tâches. Et sans trop m'avancer, je vais en parler surtout dans la dernière partie où en fait on va comprendre, il y a un lien en fait, il y a un truc qui fait que tout est lié et je vais en parler juste à la fin de la présentation. Ok, je te laisse continuer. Allons-y. Alors du coup, premier principe, voilà, moi j'aime beaucoup, créez-vous un second cerveau. Donc en fait, c'est tout con, mais voilà, les infos sont partout, pas à jour et nécessitent d'être actualisées tout le temps parce qu'en fait, on veut tout garder là-dedans. Et en fait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais j'adore cette phrase. Moi, je suis payé pour avoir des idées géniales, je ne suis pas payé pour m'en rappeler. Et je pense que c'est terriblement vrai, en fait. C'est-à-dire que c'est horrible de consacrer une part significative de ses efforts cérébrales, de son énergie, à se rappeler qu'on doit faire des trucs et à avoir peur d'oublier des trucs. Et donc déjà, il faut assumer un truc tout con, c'est que si vous avez un truc à faire, il faut le sortir de votre cerveau le plus rapidement possible. Il ne faut pas vous polluer et vous encombrer l'esprit avec ça. Il faut le sortir de vous. Il faut le stocker ailleurs, ailleurs que dans vous. Et donc, le premier principe de GTD, en fait, c'est ça, c'est prenez un second cerveau, ça peut être n'importe quoi, hein, on s'en fout. Alors, le bouquin date, donc c'est marrant, il dit que ça peut être un magnétophone à bande où tu enregistres des trucs et tout, ça peut être un carnet sur lequel tu notes. Moi, en l'occurrence, j'en parlerai juste après, c'est ma boîte mail, mais l'idée, c'est qu'en fait, tout doit finir au même endroit. Mais j'insiste, tout. C'est-à-dire tout. Le boulot, l'anniversaire de votre conjoint ou votre conjointe, vos projets de vacances, l'exposition que vous voulez aller voir, on s'en fout. Tout ce qui est une information qui va être traitée ultérieurement par vous pour en faire quelque chose, foutez-le au même endroit. Comme ça, vous avez une grosse pile d'informations, mais vous n'avez qu'une seule pile. Et donc déjà, ça réduit déjà un énorme problème qui est putain, où est-ce que j'ai mis les trucs ou ah merde, j'ai 4 ou 5 piles, je ne sais plus où j'en suis. Non, non, là, toute la pile est au même endroit, tout est tout dans une boîte. D'accord? Que lui, il appelle la box. Quoi. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise mes mails pour deux raisons. D'abord parce que forcément, en tant que travailleur du numérique, j'ai le nez dessus tout le temps. Donc, et puis, je peux l'avoir sur mon smartphone, je peux l'avoir sur mon bureau. Donc, je peux y accéder quand je veux. Il y a pas de... Alors que si c'était sur mon bureau, il faut que je sois chez moi en face de mon bureau. Et le deuxième truc qui est génial avec les mails, c'est qu'en fait, c'est super facile d'automatiser des trucs qui renvoient vers ta boîte mail. Donc, quand on t'envoie un texto ou un WhatsApp, tu dis merde, faut pas que j'oublie ça, tu te le forward en mail. Quand tu suis un blog ou un flux RSS avec une information que tu ne veux pas perdre, tu vas recevoir un mail quand l'article est posté. Et j'ai mis aussi un petit picto. Quand tu reçois un truc comptable, là, typiquement, je suis dessus en ce moment, avec le petit appareil photo, tu le prends en photo, tu t'envoies la photo par mail ou tu t'envoies un scan. Et après, le document papier, limite, moi, je ne le détruis pas, mais je le fous dans un dossier et je ne le relis jamais. Et en fait, c'est cette idée que tout ce que je touche et qui a pour vocation à être traité ultérieurement finit d'une façon ou d'une autre dans ma boîte mail. Que ce soit un scan, un flux RSS, un truc automatisé ou un mail que je m'envoie à moi-même ou une information que je me fais suivre. Et donc là, ça veut dire que globalement, est-ce que tu te crées une boîte mail spéciale? Est-ce que c'est la boîte mail que tu utilises tous les jours, par exemple, avec tes clients, avec tes amis? Parce que tu vois, tu as déjà un goulot d'étranglement qui est en fait, tu reçois plein de mails, notamment des clients que tu es Tout indépendant. à fait. Est-ce que du coup, tu te crées, je sais pas, tu as une sous-boîte, c'est dans tout est rangé au même Alors, endroit? c'est Comment celle que ça se passe un petit j'utilise tous peu? les jours, sauf qu'en fait, donc par défaut, ceux-là, ils ne sont pas labellisés. Et par contre, mes clients, il y a une règle d'attribution qui fait que quand un client m'écrit, il y a un label directement. Et en fait, je sais que ce client-là m'a écrit. Et donc, avec des règles de priorité ou en le foutant dans un dossier, toute la correspondance peut déjà être classée par fichier client, typiquement. Tu vois. Donc, si je veux voir tous les mails du client machin, je clique sur le dossier machin, et il n'y a que qui apparaissent. Quoi. Mais tout est entremêlé dans l'unique flux inbox où il y a tous mes messages clients et également tous les autres trucs que je me suis envoyés. C'est juste qu'avec les tags, je peux sélectionner les vues et donc faire apparaître que ce qui m'intéresse quand je le souhaite. Mais par défaut, tout est là. Ok. OK. Et donc ensuite, forcément, voilà, maintenant que tu as tout stocké au même endroit, il faut vider ton deuxième cerveau régulièrement. Et donc, en fait, ça, l'idée, c'est tout ce que tu n'as pas encore traité, c'est dans la pile des trucs à traiter, mais il n'y a qu'une seule pile. Et donc, en fait, tu as une routine où tu dois vider la pile régulièrement. Donc, passer en revue la totalité des trucs non traités pour voir ce que tu dois faire avec. Donc voilà, hein, grosso modo, il y a tout qui est dans la inbox. Et en fait, régulièrement, tu vides la box, tu regardes les trucs et tu te poses une série de questions sur ce que c'est. Je vais revenir sur ça, hein, c'est la suite du protocole. Mais donc, grosso modo, c'est tant que c'est dans la box, tu n'as pas besoin de te demander où est-ce que c'est, tu n'as pas peur de l'oublier parce que c'est dans la box. Et ensuite, régulièrement, tu vides la box. Qu'est-ce que ça veut dire régulièrement? Ça, pareil, c'est pas une vérité universelle. Ça, c'est dans mon cas, ça marche bien. C'est à 11h du mat et à 18h. Moi, j'aime bien faire ça.
Et surtout pas quand tu commences. Mais ça, je vais revenir sur ça. Voilà, faut pas commencer ta journée comme ça, selon moi. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? La matinée, je fais des trucs, j'expliquerai après. À 11 heures, je lis mes mails et je vide la boîte une première fois. Ensuite, je bosse l'après-midi et en fin de journée, quand je suis défoncé et que j'ai plus envie de bosser, je prends 15-20 minutes et je vide la boîte une deuxième fois. Et ça me permet aussi de préparer ma journée du lendemain. Et donc, le Et truc qui est le. Vas-y, je t'en prie. Et est-ce que dans cette box-là, tu t'autorises à tout mettre? Par exemple, je sais pas, tu es en train de bosser sur ta plage horaire du matin et je sais pas, tu as une idée où tu te dis tiens, il faut que j'aille voir tel sujet ou tiens, il faut que je pense à envoyer un mail à un tel, etc. Dans la Tu te box. mets en brut et tu t'envoies un mail globalement. Écrire Alexis, paf. Voilà. Nouveau mail, écrire Alexis, paf, envoyer. D'accord. Ok. Voilà, c'est tout. Dans la box. C'est soit tu es en train de bosser sur un truc, soit tu es en train de vider la box. Donc, si tu penses à un truc qui doit aller dans la box, paf, dans la box. Alors, des fois, honnêtement, pour te dire la vérité, des fois, je suis là, il est 10 heures du mat, je vais vider la box à 11 heures. Si je pense qu'il faut t'appeler, je me fais même pas chier à m'envoyer un mail. Tu vois, je prends un post-it qui traîne sur le bureau, je mets appeler Alexis, je le fous sur l'ordinateur, tu vois, parce que là, c'est dans une heure, on s'en fout, j'ai pas le temps d'oublier, tu vois. Mais sinon, voilà, ah putain, ce documentaire, ce machin, clac, dans la box. OK? Donc, vider la box à intervalles réguliers. Ça peut être une fois par jour, ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois, ça peut être autant de fois que tu le souhaites. Moi, j'ai choisi ces 2 fois et ces 2 créneaux horaires-là. C'est à force d'expérimentation, c'est pas un hasard. Et je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus loin. Ensuite, bah forcément, raisonner en termes d'impact plutôt que de tâches. Alors ça, c'est le truc le plus dur à faire. Et ça, typiquement, je fais un truc qui peut ressembler, toi, à tes plans de 90 jours. C'est-à-dire qu'au moment où tu dois prioriser les tâches, en fait, la question, ce n'est pas tellement est-ce que je dois le faire, mais c'est est-ce que c'est bien au service de quelque chose que j'essaye d'atteindre. Et forcément, si tu n'as pas formalisé ces objectifs-là au préalable, c'est très difficile de savoir si c'est prioritaire ou pas. Donc, typiquement, ça revient à se poser la question et à garder à l'esprit pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Et donc, pour ça, qu'est-ce que tu essayes d'atteindre à travers tes actions? Et si tu ne l'as pas formalisé et si ce n'est pas clair dans ton esprit, en fait, à part être stressé par l'urgence, tu ne peux pas vraiment choisir qu'est-ce que tu dois faire en premier ou qu'est-ce que tu dois bien veiller à faire ou à ne pas faire. C'est pour ça qu'avant de vider mes boîtes, moi, ce que j'aime bien faire, généralement, c'est lire un tableau. Donc là, j'ai fait un exemple, ce n'est pas mon vrai tableau. Mais voilà, avec différents items que je trie en thème, résultat, motivation, action et backlog. D'accord? Donc ça, c'est un tableau, je l'ai à titre personnel. Là, je vais donner des exemples qui sont fictifs, du moins peu documentés, mais moi, c'est un tableau que j'utilise dans différentes thématiques de ma vie. Donc, un exemple tout bête, voilà, dans le boulot, bah, forcément, toi et moi, on est indépendants. Ça veut dire qu'on a des objectifs de chiffre d'affaires, on a des objectifs de nombre de clients, on a des objectifs de croissance. On a aussi une part entre le récurrent et le new business. Et avoir formalisé en début d'exercice, moi, typiquement, là, je suis en train de le faire pour l'année 2021, ces objectifs, et se rappeler pourquoi on les fait, c'est-à-dire notion d'indépendance, de sécurité, de revenus prévisibles, de diversité des actions. En fait, ça me permet tout simplement, quand j'ai des choses à faire, de pouvoir voir dans quelle mesure chacune correspond aux choses que je dois faire pour être en mesure d'atteindre mon résultat. Et pareil, si jamais j'ai un truc et que ça m'excite à mort, mais qu'en fait, ce n'est pas dans mes objectifs de cette année-là ou que ça peut les compromettre, c'est pas grave, c'est pas perdu, je le fous dans le backlog. Donc, c'est pas perdu, c'est juste en backlog. Donc, le backlog, c'est cette liste comme ça de tous les trucs qui seraient vachement cool de faire, mais c'est pas maintenant qu'on les fait. Donc, c'est pas grave, c'est pas perdu, c'est stocké pour plus tard. Ouais, effectivement, c'est une bonne manière de faire. Alors, si vous avez déjà lu le livre, vous êtes forcément passé sur le chapitre des plans de 90 jours. Mais effectivement, moi, c'est le système que je prends sur 90 jours. C'est-à-dire que du coup, quand il y a des sujets ou des projets qui m'excitent, où je me dis, tiens, mais ça, j'ai vraiment envie de le faire, je me dis plutôt, OK, en fait, c'est le test des 3 mois. Je me dis, je le mets en backlog. Donc, c'est-à-dire, je le mets un peu en attente. Et je me dis, OK, est-ce que dans 3 mois, on verra bien si dans 3 mois, le sujet m'excite toujours autant et j'ai toujours envie de bosser dessus. En vrai, si c'est un bon projet, c'est un projet qui est en lien avec mes objectifs, qui va me permettre d'apprendre une nouvelle compétence, de, rencontrer de nouvelles personnes, de faire grossir le business sur Tribu Indé ou sur mon activité en freelance. Et ben là, dans ce cas-là, je pourrais l'inclure dans un prochain plan qui se fait au trimestre. Donc effectivement, c'est une bonne manière de faire. Toi, du coup, ça, c'est quelque chose que tu fais tous les ans, c'est ça? Alors, ça dépend des trucs, mais généralement, ouais, c'est des résultats. Moi, j'essaie plutôt de le faire sur 12 mois que 3 mois, mais 3 mois, c'est très bien aussi. Et ce que tu viens de rappeler, en fait, moi, je le fais pas assez, mais c'est crucial. C'est vrai que si ta motivation, elle survit à 3 mois, parce que souvent, en fait, dans l'excitation de la nouveauté, on a l'impression qu'on veut se lancer dans des projets. Et c'est vrai que c'est toujours pas mal, en fait, de prendre un peu de recul en disant, OK, c'est quoi les raisons pour lesquelles je veux me lancer là-dedans? Déjà, en quoi ça contribue? Parce qu'on a souvent l'impression qu'on peut bouffer plus qu'on ne peut bouffer. Ah, je peux prendre ça, je peux prendre ça. Et en fait, avoir à un moment donné formalisé tous les trucs, c'est aussi l'obligation de se dire, bah non, en fait, je peux pas tout faire, quoi. Il y a certaines choses qui sont plus importantes que d'autres, quoi. Donc, c'est obligé d'arbitrer.
Et c'est pour ça, moi, c'est un truc que je faisais pas au début et que j'ai changé. C'est qu'en fait, je fais ça aussi pour mes autres aspects de ma vie. Parce qu'en fait, c'est tout con, c'est marrant, c'est Fabrice Florent de Mademoiselle qui m'a donné l'idée. Parce qu'en Qui est un fait, il très a un... bon podcast, enfin deux très bons podcasts, Histoire de Daron et Histoire de succès, qui est Ouais. très très bien. D'ailleurs, en exclusivité, là c'est vraiment de l'exclu du bonus, je vais essayer de Ah, l'avoir sur le podcast. bah, Donc ça serait voilà, cool. on verra si j'ai eu raison ou si je me suis complètement planté, mais Bah c'est écoute, l'objectif je de faire. croise les doigts pour toi. Mais ouais, et, en fait, dans un podcast, à un moment donné, il disait, quand on s'est foutu en couple avec ma femme et qu'on a eu les filles, en fait, il y a un truc, une règle à laquelle on n'a jamais dérogé, c'est en fait, une fois par semaine, on date et on sort. Mais on se retrouve tous les deux. Et il dit, quand tu as des enfants et tu n'as pas de thunes et qu'il faut coucher les enfants et que tu n'as pas de babysitter, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que même les soirs où on n'avait pas de thunes, où on ne sortait pas de la maison, c'est pas grave. On faisait manger les filles en premier, on leur donnait leur bain, on les couchait, puis ensuite on revenait dans la cuisine, on se faisait à bouffer pour nous, on coupait les portables et tout, on faisait à bouffer 1 heure, on bouffait ensemble un bon truc, 1 heure, 2 heures, et c'était le moment dans la semaine où on pouvait se dire comment ça va toi en ce moment en fait. Et en fait, il dit, mais ça c'est crucial parce que tout dans ta vie va t'empêcher d'avoir cet instant. Si tu l'as pas programmé, si ce n'est pas un Hmm. impératif pour toi, tu vas forcément dire, je vais ramener du travail à la maison, je vais rentrer un peu plus tard du bureau, je vais plutôt faire cet événement pro, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas perdre de vue ce qui fait quand même le fait que ton couple il subsiste dans le temps. En fait, c'est con, mais c'est faut trouver. Si tu veux du temps pour se retrouver avec ton conjoint, en fait, si tu l'as pas prévu, il n'arrivera pas quoi. Et donc en fait, moi au début, j'étais vraiment à fond boulot, ça m'a même joué des tours en début de carrière. Et maintenant, en fait, voilà, que ce soit ton boulot, ton couple, tes vacances, tes projets perso, tes trucs créatifs, pareil, tu vois, pour les vacances, un jour, j'ai réalisé, moi, je prends 10 semaines de vacances par an. Parce que ça ne sert à rien d'être triste, tu ne peux pas au moins prendre 10 semaines. C'est un truc que j'ai décidé il y a longtemps. Et en fait, j'ai réalisé quoi? Mes vraies semaines, en fait, c'est quand je déconnecte et quand je socialise avec des gens que je ne connais pas. Et donc, ça veut dire que moi, j'essaye plutôt de prendre 10 fois 5 jours consécutifs plutôt qu'1 ou 2 jours de temps en temps. Et forcément, si tu veux pouvoir couper entièrement un week-end, une semaine, un week-end, mon gars, dans notre métier, si tu n'as pas prévu ça 4 mois à l'avance, ça n'arrivera jamais, quoi. On est clair. Et donc, l'avoir sous les yeux, des fois, je me botte le cul parce que je dis, Rémi, on est en mai, tu n'as pas pris de vacances du tout encore, il faut que tu arrêtes parce que sinon, tu n'auras pas pris ton objectif de vacances d'ici décembre. C'est pas possible. Donc, ça m'oblige à être régulier. Alors, je pourrais aussi dire non, tu n'as pas besoin de ça, bonhomme et tout, sauf que j'ai 35 ans et ça fait longtemps que je me la fais plus. Si je ne prends pas de vacances, je vais finir en novembre et je serai en train de ramper, voilà, quoi, et je serai dans un état désastreux. Donc, au bout d'un moment, tu es aussi obligé de veiller à ce que les trucs importants, tu les gardes en top priorité, même si c'est pas de l'argent, même si c'est pas excitant, mais juste faut le faire, quoi. Mais ça, c'est extrêmement intéressant. Pour le coup, moi, tu vois, les vacances, en tout cas les temps off, c'est des choses que j'ai jamais mentionnées dans mes objectifs. C'est des choses que j'ai mentionnées dans mes Parce objectifs que tu es jeune. 2021. Et en fait, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Si c'est pas inclus dans ton plan de route sur une année, en fait, tu ne prendras pas de vacances. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois, sur 2020, j'ai quasiment pas pris de vacances. Alors, il y a eu confinement, co et qui ont joué, mais Bien sûr, c'est bien pas sûr. vraiment des vraies excuses, tu vois. Et effectivement, c'est intéressant de se dire, bah, je prends même 3 jours par mois sur une première année, une deuxième année ou même plus tard. Je trouve que c'est intéressant effectivement de l'avoir notifié pour s'en rappeler, tout comme en fait on a des objectifs de chiffre d'affaires potentiel ou du nombre de clients, on a aussi des objectifs pour prendre du temps off parce que c'est en fait presque le carburant de notre activité. Pour le coup, on est C'est tout la seul. clé, c'est pas presque. Voilà, tout ce qu'on fait, nous, c'est Mm. entre là et là. Si on se repose jamais, au bout d'un moment, t'es plus bon Mm. à rien. Et moi, c'est con, mais tu vois, c'est marrant parce que je la garde. Ça, c'est une blague que je me fais à moi-même, mais j'ai un tableau en fait pour voir mes parts de marché, les clients, les progressions, les trucs et tout. Et ma compagne, en fait, c'est mon client numéro un. C'est mon client le plus important, en fait, même s'il y a 0 € en face, quoi. Mais on s'en fout. Ma compagne, elle est dans ma liste de clients et je ne dois jamais l'oublier parce que c'est la personne, en fait, à laquelle je suis le plus attaché, pour laquelle je dois faire le plus d'efforts. Et il n'y a aucun client ou aucune mission ou aucun supplément de chiffre d'affaires qui doit me faire oublier qu'il y a des trucs autrement plus importants que ça dans la vie, en fait. Sauf que moi, je me connais, si je ne l'ai pas noté, bah, juste dans l'excitation du moment, dans le mais ouais, je pourrais le faire, je dormirai pas et tout. Et après, c'est elle qui va me récupérer à la petite cuillère 3 mois plus tard, quoi. Donc, au bout Mm. d'un moment, mais ça, c'est bien, c'est l'âge qui t'apprend ça aussi. C'est qu'au début, tu fais des nuits blanches, tu t'en branles et tout, puis un jour, tu te rends compte que tu peux plus, quoi. C'est tout. Tu vas voir. Donc, en fait, forcément, une fois que tu as ça en tête et que tu analyses chaque chose qui était dans la boîte, une fois à 11 h, une fois à 18 h, bah là, tu vas te demander qu'est-ce que je suis censé en foutre? Est-ce que c'est quelque chose à faire de ce truc qu'il y a dans la boîte? OK. Alors, première raison, c'est un truc pas à faire, c'est du spam. On s'en fout, on élimine à la corbeille. OK. C'est un truc genre à faire, mais pas tout de suite, pas maintenant. C'est une idée vague. OK. Bah, c'est pas grave, tu le mets dans le backlog. D'accord. Ou bien c'est un truc qui n'est pas à faire, mais c'est une référence à un truc que tu es en train de faire. Tu fous le bon tag mail ou tu vas le classer dans le fichier de ta Dropbox qui correspond parce que, j'en sais rien, c'est une pièce d'archive pour un dossier en cours.
Donc là, c'est le truc le plus simple, c'est ce qu'il y avait dans la boîte n'est pas un truc actionnable. Soit parce que c'est nul, soit parce que c'est pas maintenant, soit c'est parce que c'est lié à un truc que tu actionnes déjà par ailleurs et c'est pas une nouvelle tâche à faire. Et Ça donc va? là, en gros, tu les sors de ton mail et donc, je sais pas, tu te crées je sais pas, Tu un dossier, deletes, un fichier. tu classes ou tu copies, tu vas foutre dans le backlog et tu oublies que tu l'as fait. Ça Ton va? backlog, toi, il ressemble à quoi? C'est un fichier Excel? Alors, C'est un c'est Google un Doc? spreadsheet. Moi, je suis accro à Google Spreadsheet. Et en plus, comme j'adore avoir raison, il y a Neil Patel qui a sorti un article génial qui dit sous 1 million de recurring revenus par an, tu n'as pas besoin d'autre chose que Google Spreadsheet. Et donc, moi, ma boîte entière tourne exclusivement sur Google Spreadsheet. C'est un grand kiff que j'ai parce qu'en plus, tu peux tout automatiser. Google Spreadsheet, c'est vraiment, tu peux dire, c'est tellement facile de faire des trucs dynamiques et tout. C'est pour ça, moi, je rentre pas dans le délire. Pour moi, je suis une trop petite boîte pour me faire chier avec vraiment des trucs trop complexes en termes de gestion. Très clair. Ensuite, de l'autre côté, voilà, parfois, tu as des trucs à faire, mais ce n'est pas des trucs à faire. Par exemple, écrire un bouquin, ce n'est pas un truc à faire. Tu le sais. Toi, tu l'as même fait parce que sur la page de précommande du bouquin, il y a valider la thèse du bouquin, créer le groupe des relecteurs du bouquin, écrire le premier chapitre, écrire le deuxième chapitre, voilà, relire la première fois le bouquin, Voilà, ça, c'est écrire un bouquin. Et donc, souvent, nous, en tant qu'humains, on confond des choses qu'on a envie de faire avec des choses faisables. Et donc, en fait, quand il y a une chose qu'on a envie de faire et qu'on veut vraiment la faire et que c'est maintenant qu'il faut la faire, il faut prendre le temps de lire le truc en disant, putain, en fait, ça veut dire quoi en termes de trucs faisables? Et là, on pète un gros truc en plein de petits trucs. C'est du projet. Hein. Et donc là, forcément, là, on va pouvoir changer ça en trucs faisables qu'on va ensuite pouvoir gérer ultérieurement. Mais souvent, en fait, et ça nous fout des coups de stress aussi, parce qu'on fait des to-do list. Alors déjà, il ne faut pas faire de to-do list, je vais dire pourquoi dans un instant, mais sur nos to-do, dans les trucs qu'on met à se rappeler, il faut faire, on met des trucs, mais tu sais, on met, je vais aller faire les courses, puis après, je vais gravir l'Everest, et puis après, je vais chercher les enfants, tu vois, comme si gravir l'Everest, c'était un truc qu'on peut faire en 1 heure et demie, tu vois, et ça n'a aucun sens. Donc, en fait, il y a des trucs, voilà, est-ce que c'est actionnable? Est-ce que c'est actionnable? Est-ce que je peux me dire combien de temps ça va prendre? Je peux le faire maintenant, il y a un début, il y a une fin, je vois ce que je dois produire, quoi. Et souvent, en fait, on se rend compte que c'est trop nébuleux, il faut aller péter le truc en objectif réellement actionnable, quoi. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, premier truc, tu dégages tout ce qui n'a rien à foutre là. Le deuxième, les gros trucs, tu les pètes en petits trucs. Si c'est le moment, sinon tu les stockes et tu dis, je pèterai ça, tu mets ça dans le backlog en disant c'est trop gros. Quand j'aurai pas la flemme, quand ça sera le moment, je le pèterai en tâche à faire. Parce que c'est important de le faire. Ça va? Yes. Et enfin, le dernier truc, et c'est le plus dur, arrêter de se mentir. Alors ça, on est tous et toutes les champions de ça. Je ne connais aucun être humain qui ne soit pas champion de ça, donc il faut arrêter de se mentir. Ça veut dire quoi, arrêter de se mentir? C'est en fait, alors, je vais en parler dans un instant. Est-ce que c'est actionnable? Oui. Est-ce que ça doit être fait? Oui. Alors déjà, premier truc génial, parfois, ce n'est pas à toi de le faire. Par exemple, il faut rappeler à un gars qui doit faire un truc, ou il y a un gars, il devait t'envoyer une ressource, mais il ne te l'a pas envoyé, d'accord? Et donc là, en fait, tu lui dis, hey, gros, t'en es où? Et tu relances, d'accord? Donc tu délègues. Tu dis, il faut que tu fasses ça, c'est pas à toi de le faire, d'accord? Donc ça, c'est cool. Pas oublier de le faire. Pas oublier de se mettre un rappel non plus quand il t'aura pas répondu dans 15 jours pour refaire. Mais maintenant, Gmail fait ça tout seul, il te renvoie les mails sans réponse et tout. Donc, tu n'as pratiquement plus rien à penser. Et ensuite, l'autre truc. Alors, les deux exceptions. Soit c'est pas à toi de le faire, donc tu dis à quelqu'un de le faire. Soit ça prend littéralement, j'insiste, littéralement moins de 120 secondes. Et si ça prend moins de 120 secondes, il faut le faire tout de suite. D'accord? Donc, si vous êtes en train de regarder la liste des trucs à faire et qu'il y a dans ces trucs-là, vous lisez le truc et que vous savez, attention, il ne faut pas se mentir, que ça prend vraiment 120 secondes, faites-le tout de suite. Parce que là, effectivement, vous allez passer plus de temps à le copier, le foutre dans le système et le prévoir qu'à le faire. Si ça prend vraiment. Voilà, si c'est écrire oui à un SMS, tu écris oui, tu fais OK et tu passes à autre chose, quoi, tu vois. Mais voilà, donc si ça prend vraiment moins de 120 secondes, torchez-le tout de suite et oubliez que vous l'avez fait, quoi, passez à autre chose. Et enfin, si ça prend plus de 120 secondes et si c'est bien un truc que vous devez faire, ne faites pas des to-do list. Mettez la tâche dans votre calendrier parce que tout est lié. Voilà. Donc, nous n'avons qu'une seule vie et nous n'avons qu'un seul calendrier. Quand j'ai commencé ma carrière chez Microsoft, c'est une des phrases que je garde, ça, on avait une formation sur la gestion du temps. Et il y a un gars qui disait, OK, vous voyez, ça c'est le calendrier Outlook que vous avez tous au bureau, hein, puisqu'on utilise la suite Office. Et il fait qui a un deuxième calendrier, Google Calendar, ou on s'en fout, tu vois. Et les gens levaient la main, et donc le mec regarde, il fait, pourquoi vous avez deux vies? Et non, et il y aura, il dit aujourd'hui, on est le 3 janvier 2021, il est 15 heures, et il n'y aura plus jamais de 3 janvier 2021, il ne sera plus jamais 15 heures. Donc en fait, vous avez 24 heures par jour pour faire des trucs, et en fait, vous ne faites pas chier avec 2 ou 3 ou 4 calendriers, vous n'en avez qu'un seul. Foutez tout dans le même calendrier, parce que de toute façon, soit vous êtes en train de faire un truc A, soit vous êtes en train de faire un truc B, mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Et forcément, vas-y. Je te rejoins à 100%. Moi aussi, pendant longtemps, j'avais plusieurs calendriers, j'avais des calendriers pour mes trucs perso, pour mes amis, pour le boulot, etc. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai un seul calendrier, mais par contre,
j'ai des blocs de couleurs en fonction des Ouais, sujets. Donc en fait, visuellement, on a l'impression qu'il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs thématiques, mais tout est dans le même calendrier parce qu'effectivement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois à l'époque où j'avais plusieurs calendriers, de par exemple dire oui à deux choses qui arrivent en fait au même moment. Et tu et t'en rends là, compte, comme toujours, 5 minutes le avant jour J, voilà, bien l'événement sûr. ou Oh, la réunion. Tu vois. oups, c'est exactement ça. Et donc, cette idée, en fait, de stocker ce qu'il y a à faire dans le calendrier, ben, en fait, forcément, ça nous oblige. Alors, qu'est-ce que tu fais? Soit tu es en train de lire une action, et en fait, cette action-là, elle est prioritaire, elle est urgente, elle doit être faite tout de suite. Et donc, dans ces cas-là, en fait, tu n'as même pas le temps de la stocker dans le calendrier. Tu dis, dès que j'ai terminé de vider la boîte, c'est le premier truc que je fais. Donc, tu vois, il est 11 heures, je suis en train de vider la boîte, il y a un truc, là, c'est extrême urgence, sinon le monde va exploser. Là, je ne le rentre même pas dans le calendrier, je le fous là en disant, dès que j'ai terminé de faire la boîte, c'est la première chose que je fais, tout de suite. D'accord? Parce que c'est le plus important. Et par contre, le reste, ce qui ne va pas être fait immédiatement après, parce que c'est urgent, là, je vais dire, bon, bah, je vais le faire jeudi à 14 heures. Je vais le faire mardi à 11 heures. Je vais le faire lundi à 9 heures. Et je prévois cette tâche dans le calendrier. Et forcément, et c'est pour ça que ne faut pas commencer la journée par lire tes mails et il ne faut pas commencer la journée par vider la boîte. Il faut commencer la journée en regardant ton calendrier. Parce qu'en fait, toutes les tâches que tu es censé faire ce matin où tu commences à bosser sont déjà dans ton calendrier, normalement. Alors, à moins qu'il y ait une urgence qui soit arrivée, c'est vrai, mais toi, normalement, tu as vidé la boîte à 18 heures la veille. Donc, la probabilité qu'un client ait été écrit à 22 heures pour un truc que tu devais faire à 8 heures du matin en commençant, ça peut arriver, hein, bien sûr, auquel cas, bah, tu décales des trucs. Mais sinon, d'une façon générale, à 18 heures, quand tu arrêtes ta journée de boulot, tu sais déjà ce que tu vas faire le lendemain matin de 8 heures à 11 heures. Tu le sais parce que c'est toi qui as foutu dans ton calendrier les trucs que tu allais faire. Et après, toi, à 11 heures, tu vois la merde qui est arrivée le matin et ça te met, là, tu fais, oh putain, cet après-midi, je vais pas pouvoir faire ça, tu décales des trucs, etc. Tu remets des trucs. Et en fait, le fait de mettre les tâches dans un calendrier, ça a deux avantages clés versus une to-do list. La première, c'est qu'en fait, faut que tu quantifies raisonnablement le temps que ça prend de faire la tâche et tu pars sur un temps productif. Si tu es à 7 heures de productivité par jour, mec, mais t'es un dieu. En fait, même si on est au boulot 8 heures ou 9 heures par jour, ou même 10 heures, en fait, en vrai, le vrai temps, le vrai jus de cerveau, c'est pour ça que tu écrivais le matin et c'est pour ça que la plupart des mecs écrivent le matin, il n'y a pas de secret. C'est parce que tu as des neurones encore frais. Hein. Toi et moi, on sait qu'après 17 heures, ça devient compliqué de devenir génial. Quoi. Donc, de toute façon, il y a certaines tâches, tu dois leur allouer le temps dans la journée qui leur est indu. Et si jamais elles prennent 3 heures, ben, dans ton putain de calendrier, c'est un gros bloc de 3 heures. Et ça veut dire qu'il faut que tu prennes ces 3 heures-là consécutivement. Et tu ne peux pas jouer à je vais faire ça et ma compta en même temps. Quoi. C'est non, je vais faire ce truc de 3 heures. Et la compta, ben, je la torcherai à un autre moment. Quoi. Mais ça t'oblige en fait à manger, à ne pas surestimer ce que tu peux foutre dans ton assiette, en fait, à prendre la juste dose. Quoi. Donc, Mais ça, d'ailleurs, ça a vraiment changé. Tu vois, au démarrage que je me suis lancé, j'utilisais pas vraiment mon calendrier. Enfin, j'utilise mon calendrier pour mettre les rendez-vous, les calls, etc. Mais je l'utilisais pas encore comme ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire comme aussi une sorte de grosse to-do list. J'ai fait ça. Moi, j'ai commencé ça en 2020, donc il y a un an. Et littéralement, ça a changé ma manière de m'organiser. Au début, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est tu horrible. penses que telle tâche va te prendre 1 heure, alors qu'en fait, 2 heures après, tu es toujours dessus parce que tu as eu des allers-retours, tu as passé plus de temps, etc. Donc, au début, en fait, les premières semaines, c'est chaotique, mais il faut s'accrocher. Mais en fait, au fur et à mesure, je trouve que c'est un bon exercice qui te force. Alors, moi, je fonctionne encore en to-do, même si ce n'est pas des to-do. Mais d'ailleurs, je pense que tu peux utiliser la méthode GTD et ensuite sortir les tâches pour les mettre en to-do, mais c'est un autre Si sujet. tu veux. Si tu veux. Ouais. Mais plutôt que d'avoir effectivement cette to-do-là, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, le calendrier me sert de backup, c'est-à-dire de me dire, est-ce que j'ai pas été trop confiant sur ma liste de tâches à faire? Et en fait, c'est simple. Si ça rentre pas dans les 7 heures de boulot enfin, en tout cas, dans le cadre horaire que tu te donnes chaque jour, c'est que tu en fait, as pris une ou deux tâches en plus que tu seras obligé de refaire, de rebasculer sur une autre journée. Donc, effectivement, c'est vraiment un super exercice qui est tout simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin d'automatisation, il y a juste besoin d'un calendrier et de mettre des tâches au fur et à mesure. Alors moi, j'aime bien faire ça la semaine et je laisse des petits blocs pour les urgences. Mais ça, c'est un super exercice qui, du coup, te permet aussi de mieux te connaître ensuite. Oui. Et tu es beaucoup plus. Enfin, tu vois, tu es capable de te dire au bout de 6 mois d'activité, par exemple, de te dire, bah voilà, globalement, une proposition commerciale, ça va te prendre au moins 2 heures, 2 heures et demie. À l'aise. Et non pas une demi-heure que tu pensais que ça te prenait une demi-heure vite fait à envoyer un devis, quoi. Bien sûr. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Des fois, tu surestimes trop et puis en fait, le truc, tu es capable de plier en 20 minutes. Mais c'est ça, cette idée, en fait, c'est faut arrêter de se mentir. On vend notre temps et nous, notre capacité, notre efficacité, et voilà, le fait qu'on puisse défendre une activité rentable dépend de notre capacité, nous, à nous dire
je suis capable de à peu près estimer le temps que ça prendra. Et par rapport, pour dire ce que tu dis, j'ai un pote, alors moi c'est Pierre Conro, c'est le plus discipliné de mes potes, j'ai jamais vu ça, moi je l'appelle mon Sylvester Stallone du marketing, parce qu'en plus il soulève des trucs. Mais voilà, lui, c'est le premier mec qui m'a dit ça, il m'a dit, moi j'ai rendez-vous avec l'inattendu tous les soirs à 17h. Je lui ai dit, explique, il fait, moi dans mon calendrier, de 17h à 17h30, il y a un rendez-vous tous les jours, c'est inattendu. Comme ça, tous les trucs inattendus du jour, je les traite entre 17h et 17h30. J'ai dit, mec, t'es un C'est pas mal, génie. la zone tampon. Voilà, donc le gars, voilà, il se dit, voilà, toute la merde pas prévue, voilà, l'imprévu. J'ai rendez-vous avec l'imprévu, moi, c'est pas grave, dans mon calendrier. Par contre, je peux rien prendre entre 17 et 17h30, parce que c'est là que je gère l'imprévu, quoi, tu vois. Et l'autre truc qui est génial avec une notion calendaire versus une to-do list, c'est que gravir l'Everest, ça prend une ligne, d'accord. Envoyer cette facture, ça prend une ligne. Donc, sur une to-do list, on a l'impression que c'est la même chose, alors que dans un calendrier, on voit bien que c'est pas la même chose. Et notamment, alors, j'ai pas voulu alourdir la présentation, mais je renvoie tes lecteurs vers Jason Fried, le boss de Basecamp, qui a fait des super bouquins et des super talks là-dessus. Il y a des tâches inhérentes à ce qu'on vend ou à la gestion de nos entreprises dont on sait pertinemment qu'elles représentent 2, 3 à 4 heures de travail consécutifs. Et en fait, ces tâches-là, de 4 heures consécutives, on ne peut pas les diviser en 4 fois 1 heure. On le sait pertinemment. Toi, quand tu es en train de faire une page de vente, tu ne peux pas faire 25% de la page puis te remettre dedans. On sait bien que c'est se mettre dedans et se mettre dans le mood où on est bon qui prend du temps. Ça veut dire aussi que du coup, quand on est conscient de l'existence de ces milestones, de ces grosses tâches dans les projets qu'on mène, on protège cette putain de demi-journée. Et on ne dit pas, tiens, je vais caler juste un truc là pour voir, parce que là, on fait merde, mais si je décale 4 heures, c'est quand la prochaine fois que je peux remettre 4 heures d'affilée? Et là, on fait merde, c'est dans 3 semaines, donc je ne peux pas. Et donc, ça nous oblige en fait à faire très attention, notamment aux tâches très importantes qui représentent beaucoup de temps de travail consécutif. Et si ça nous force à pas faire un truc le jour J, c'est pas grave. Si c'est un truc de 10 minutes, tu le mets le lendemain, tu te lèves 10 minutes plus tôt, tu le fais le lendemain matin, personne ne va mourir. Ça t'oblige en fait à être respectueux des tâches qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire celles qui nécessitent beaucoup de temps de concentration. Parce que L'avantage, c'est que plusieurs d'affilée, voilà, c'est rare, quoi. Ouais. Et en théorie, c'est des tâches en plus qui sont normalement prévisibles. C'est généralement des tâches clientes ou par exemple, moi sur Tribu1D, quand je sais qu'il faut que j'écrive la newsletter, je sais que c'est un truc récurrent qui va arriver toutes les semaines et qui me prend plus ou moins 2 heures. Et donc, je sais que je peux déjà en plus prévoir ça dans mon calendrier, ce qui fait que j'ai pas de mauvaise surprise. Au moment où je dois reclasser toute mon inbox, je sais que en fait, je vais pas pouvoir caler quelque chose le lundi de 16h à 18h parce qu'il y a la newsletter. Ça, tu le fais. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est être conscient de l'existence de ces tâches. Et quand c'est en plus des trucs récurrents, tu actives un rappel calendaire et elles apparaissent de façon récurrente. Ça te rend aussi conscient. Et c'est con, mais moi, ça a beaucoup changé aussi dans les dernières années. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'accepte beaucoup moins d'invitations à déjeuner avant d'aller faire un rendez-vous. Je me demande si je dois vraiment faire ce rendez-vous, etc. Parce que d'un seul coup, en fait, quand tu te rends compte que quand tu enlèves les tâches récurrentes et les gros trucs, il te reste 4-5 heures étalées sur une semaine de petits trucs à faire, tu deviens vachement plus exigeant parce que tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux pas te permettre de faire autant de trucs. Tu ne peux pas passer ton temps à courir après des nouveaux trucs. Donc, en résumé, voilà. Si pour améliorer votre vie et améliorer la façon dont vous organisez votre emploi du temps, foutez tout au même endroit. Passez en revue régulièrement. Donc, ne bossez pas en lisant vos mails. Bossez puis lisez vos mails. Ne faites surtout pas les deux en même temps. Évaluez les choses à faire versus des objectifs formalisés en vous demandant est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne des objectifs. Rendez l'information activable si elle ne l'est pas. Donc, pétez les trucs abstraits en trucs concrets. Déléguer, commencez par déléguer les trucs qui ne sont pas à faire, puis exécuter immédiatement les trucs rapides et enfin planifier les choses qui restent à faire. Suivez le planning. Refaites-le. Et donc, en fait, c'est ça. Alors, tu as raison, au début, au lancement, et d'ailleurs, il le dit dans le bouquin, tu ne peux pas foutre toute ta vie comme ça. Donc, au début, tu peux juste essayer de faire ça pour le boulot. Et on s'en fout pour les vacances, les trucs, etc. Tu commences juste pour le taf. Et au début, ça va être coûteux parce que ça ne va pas être un réflexe, un automatisme. Donc, au début, c'est vraiment un effort supplémentaire. Et en plus, tu seras découragé. Donc, régulièrement, tu vas vouloir faire des exceptions et pas suivre le procédé. Et peu à peu, ça va devenir une habitude. Donc, au début, tu peux faire ta vie moitié GTD, moitié ce que tu veux et tout. Et moi, au bout d'un moment, je l'ai incorporé et je vois bien qu'après 10 ans de pratique, maintenant, c'est devenu complètement un réflexe. Mais c'est sûr que la première, la deuxième année, c'était un effort conscient et c'était pas toujours évident de rester fiable par rapport au truc. Mais maintenant, pour l'avoir intégré et pour me reposer exclusivement là-dessus, je pourrais plus vivre sans, clairement. Enfin, ça serait complètement impossible. Ouais, c'est vraiment y aller par itération, c'est-à-dire de se dire ne pas forcément mettre toute sa vie là-dedans d'un coup, mais plutôt de se dire, par exemple, je sais pas, si vous avez un side project, peut-être commencer juste par ce projet-là. Par exemple, si dans mon cas, ça aurait pu être commencer juste par Tribu1D d'abord et puis ensuite les clients. Ou alors juste vos clients et puis ensuite. Mais effectivement, je pense que
C'est intéressant parce que beaucoup parlent de la méthode GTD et je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler forcément, soit dans des articles, dans des podcasts ou autres, mais assez peu de personnes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens comprennent quand même l'intérêt de la méthode, mais assez peu de personnes ont été jusqu'au bout, ou se sont dit, OK, j'ai passé les 3 mois d'expérimentation, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Mais est-ce que j'ai été au bout de la démarche pour voir si effectivement ça me fait gagner du temps, je gagne en clarté d'esprit, en charge mentale, etc. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne méthode qui paraît complexe quand tu vois ce schéma-là, mais je trouve que tu l'as découpé de manière assez en simplifiant un maximum. Je pense que c'est vraiment une méthode qui doit, si vous l'avez jamais testée, prenez peut-être le temps au moins sur un premier trimestre, sur 90 jours, comme ça vous pouvez implanter le plan de 90 jours en même temps. Utilisez cette méthode-là sur, mettons, le premier trimestre 2020 ou le deuxième trimestre 2021. Et surtout, ce qui fait peur, et c'est normal, c'est le passif. C'est-à-dire que quand tu commences au début, la box, elle est énorme parce qu'il y a tout ce que tu n'as pas traité depuis 2 ans. Donc en fait, tu as une pile, tu dis j'y arriverai jamais. Et donc un truc qui dit, on dit c'est pas grave, passez toute la box en revue une première fois. Des choses qui sont à traiter plus tard, un jour peut-être un projet, foutez-le dans une pile de droite. Les choses qui sont des tâches actionnables à faire là dans la période en cours, foutez-le à gauche. Traitez d'abord toute la pile de gauche. Et puis après, quand foutez-vous un rendez-vous, voilà, une fois 15 minutes par jour, tous les jours, pour traiter des morceaux de la pile de droite jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Mais au début, c'est sûr, quand tu passes de aucune méthode d'organisation à rationaliser ta vie, tu as un backlog. C'est pas un backlog, tu vois, c'est 2 kilomètres de documents, tu vois, donc c'est normal. Ouais. Et tu vas pas pouvoir intégrer tout ça en une fois, c'est impossible, il le dit. Hein. Donc d'abord, tu commences à mettre le truc et en fait, tu mets le truc pour les nouveaux trucs qui arrivent. En fait, c'est ça l'idée, c'est mettez le système en route à partir d'aujourd'hui pour les nouveaux trucs qui rentrent. Et dans un même temps, prévoyez du temps pour traiter le passif. Et au bout d'un moment, vous aurez traité tout le passif et il n'y aura plus qu'à continuer la méthode avec ce qui rentre, quoi. Et là, vous aurez terminé. Et moi, c'est vrai que j'utilise aussi, par exemple, je suis dans, je sais pas, j'ai une conversation avec des amis et on parle d'un documentaire ou d'un film qu'il faut voir. Du coup, moi, je m'envoie un mail. Et ce que je fais, c'est que ça rentre pas vraiment. Moi, j'utilise vraiment que pour la partie, pour le coup, pro. Donc, ça rentre pas dedans. Mais en revanche, derrière, je sais que toutes les informations, elles sont centralisées dans mon inbox. Et ce que je fais derrière, c'est que ce film-là, moi, après, j'ai d'autres. Moi, j'utilise Notion, un outil qui est assez simple, mais qui fonctionne bien. Et du coup, je sais que, tiens, hop, ça arrive dans la liste de films et que quand j'ai un moment le samedi soir et que je veux regarder un film, je peux déjà regarder un peu la liste des choses qu'on m'avait recommandées plus ou moins de fois. Et hop, comme ça, j'ai pas à me reposer des questions. Donc, Mais c'est exactement ça. Tu vois, on a tous des films à voir et en fait, si tu les gardes pas dans une liste de films à voir, après tu vas te retrouver dans Netflix, tu fais merde, je regarde quoi, puis ça te prend une demi-heure. Alors qu'en fait, mais non, tu sais ce que tu regardes. Il y a déjà une liste en fait de trucs dont tu attends à avoir le temps. Ça vaut pour plein de choses, pour les bouquins à lire, pour les endroits à visiter, pour les restos. Hein. Moi, j'ai une liste de restos à tester, tu vois. Si les gens ils me parlent d'un resto, je le fous dans Hop et puis dans la liste. Puis un jour, j'ai un mec, tiens, j'invite au resto, je prends, tiens, celui-là, j'ai jamais essayé, hop, on l'essaye et c'est fait, quoi, tu vois. Ça marche pour tout, en fait. C'est assez génial parce que ça marche pour tout. C'est assez puissant. Et bon, pour terminer la presse, voilà, hein, le One More Thing. Donc, il y a encore plein de ressources gratos là, donc allez-y si ça vous intéresse. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, voilà, avec Alexis, parce que voilà, ça typiquement, heureusement qu'il y avait GTD pour le faire. Oui, c'est et vrai. ça a pris, et ça a pris, en dépit de mon expérience, ça a pris plus de temps que prévu, je dois bien l'admettre. Voilà, il y a lemodedemploi.fr, donc qui est un cours francophone, complètement gratuit et qui n'est l'amorce d'aucun processus de vente qu'on a fait, et à travers lequel on propose à des gens qui sont en freelancing d'apprendre à se connaître, d'identifier leurs clients, construire leur offre, trouver leur communauté, comprendre les clients et se rendre indispensable. Et puis surtout, rejoindre un groupe WhatsApp avec plein de freelances qui s'entraident au quotidien. Et voilà, que ça fait 1 an, on a fêté les 1 an là, très récemment que ça tourne. Donc voilà, si vous avez acheté le bouquin mais vous n'avez pas encore fait le cours, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus, ça peut être chouette. L'avantage, c'est que tout est complémentaire. Et effectivement, on a eu cette idée un peu folle il y a plus d'1 an, en décembre 2019. Oui, 1 an avant, ouais. Et on s'est dit, tiens, ça peut être chouette. Et donc, effectivement, il y a une sorte de framework qu'on a développé sur 6 cases / 6 vidéos. Et il y a certains concepts que j'ai repris dans le livre. Et effectivement, il y a quoi, on est quoi, 1300, il y a 1300 personnes qui ont suivi le cours pour l'instant? Plus de 1300 personnes qui ont suivi le cours. Et dans le groupe WhatsApp, on oscille, parce qu'il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent. On est toujours autour de 250 personnes à peu près, quoi.
Et qui est un groupe vraiment super actif, qui est encore une fois gratuit, où tout le monde s'entraide. Donc ça peut faire aussi un bon complément à la fois au livre, à ses bonus, au mode d'emploi, au mini-cours et puis au podcast. Enfin bref, il commence à y avoir un petit écosystème autour de Tribu 1D / le mode d'emploi qui est vraiment cool. Et en tout cas, merci beaucoup Rémi. Si jamais certains ou certaines veulent te poser des questions ou te demander plus d'informations, est-ce que je peux les renvoyer vers une adresse mail ou un contact ou sur LinkedIn? Dis-moi où est-ce qu'on peut les, Le plus simple envoyer. moyen merci beaucoup. Le plus simple moyen de me joindre, c'est ça. Donc, c'est aussi sur l'écran. C'est remyrivas.com. Donc, il y a toutes les façons de me contacter. LinkedIn, j'ai tendance à pas accepter les requêtes de gens que je ne connais pas. Donc, mais par contre, il y a mon adresse mail en clair. Il y a même mon numéro de portable. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer. Le plus simple, c'est envoyez-moi un mail et soit à 11h, soit à 18h, je vous verrai. Donc, voilà, maintenant, vous le savez. Donc, envoyez-moi un mail et normalement, je vous verrai à la prochaine, au prochain dérochage. Écoute, merci beaucoup Rémi. Je te souhaite encore une belle année 2020 pleine de projets, d'aventures. 2021, et puis je te dis 2021, ma gueule. 2021. C'est Tu vois, déjà j'arrive pas à passé. m'y faire. Ça va, c'est normal, ça fait 3 jours. Voilà. Et puis bon, est-ce qu'elle a vraiment compté 2020 hein, on va l'oublier vite. Très beau début d'année, puis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Salut.